Bonjour à tous, bienvenue dans le comptoir NFT numéro 11. Donc, on est le 22 septembre. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau comptoir NFT. On a la chance, donc beaucoup d'actualités, crypto, NFT, et la chance sur cet épisode d'accueillir Punisher.eth, qui est un archéologue de la blockchain. Donc, pour nous, c'est hyper intéressant. Dans la foulée de Artemore qu'on a eu la semaine dernière de Sotheby's, on est ravis de faire venir Punisher.eth pour en savoir un petit peu plus sur ce qui a précédé les 2 dernières années de folie sur le marché NFT. Exactement, et c'est un expert historien de la blockchain et des NFT, et notamment d'une blockchain qui s'appelle Namecoin, en fait, qui était le premier fork de Bitcoin. Mais il nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, et puis Carrément. il nous parlera de son parcours qui est assez intéressant. On a hâte d'en savoir plus et de voir si on peut dénicher encore des bonnes affaires. Ah, on Super. espère. On Alors, est là pour ça. écoute, pour démarrer Normandie, peut-être qu'on peut démarrer sur les marchés comme d'habitude, parce que là, on a eu une Pas semaine déçu. riche en événements, très On n'a riche. pas été déçus. Ouais, on n'a pas été déçus. Alors, la semaine déjà commençait pas terrible puisqu'on était, enfin, se finissait pas de manière phénoménale puisqu'évidemment, notamment sur l'Ethereum, on était sur l'après-coup du merge et clairement, l'Ethereum était en train de trender à la baisse, hein. Donc, on avait passé ce catalyste qui s'était passé sans encombre. Donc, on commençait à avoir une perte de vitesse sur l'Ethereum par rapport au reste du marché crypto. Et puis le marché a commencé à stresser un petit peu avant le meeting de la Fed, hein, donc qui commençait mardi, donc 2 jours où la Banque centrale américaine, dont le responsable Jerome Powell, tous les banquiers centraux se réunissent et puis discutent un petit peu de ce qui va se passer sur les prochains mois. Et donc au bout de ces délibérations, donc il y a un discours du président de la Fed, donc Jérôme Powell, qui annonce l'augmentation ou pas, hein, d'ailleurs du taux directeur. Et là, ça n'a pas manqué. Je pense qu'il était très attendu. Alors le marché spéculait un peu sur cet événement parce qu'évidemment c'est le point d'orgue de la macro de septembre. Et donc on s'attendait à une augmentation de 75 bips, pardon. Certains spéculaient sur éventuellement un point. On Ouais. a eu 75 bips, donc ça c'était bon. Mais après il faut voir un petit peu le contenu du discours. Et Bien là, sûr. les gens cherchaient un petit peu sur Ouais. l'orientation, un peu de la couleur, en gros sur ce qui allait se passer sur les mois suivants. Et en gros ils ont été ce qu'on appelle hawkish. Donc très hawkish, donc il a encore ressorti le bazooka, hein. Ouais, Et en complètement. gros, en gros, il a dit que l'inflation était malheureusement là pour durer, donc les taux élevés étaient probablement là pour durer un petit peu. Et c'était pas vraiment le scénario idéal du marché, qui est ce fameux scénario de soft landing Peu où dur. en gros on s'attend à une normalisation des taux assez rapidement. Et donc là, clairement, il a. Un peu dur. Mais Ouais, tu vois, justement, moi, je m'attendais. Alors, moi, j'attendais presque pour te dire, au final, les 100 bips, les 100 points de base. Alors, sans être sadomaso, je me disais, en fait, si on a ça, on peut toucher un bottom et ça peut être réglé une fois pour toutes. Alors que là, le discours, en effet, dans les commentaires, les questions, était hyper wokishe et on a senti que ça risquait de s'éterniser, quoi, en fait. bah clairement, en gros, il a dit que c'était là pour durer. Et effectivement, comme tu le dis, on pouvait s'attendre à ce qu'ils mettent un point et puis qu'on en finisse. Et Mm. là, c'est pas du tout ce qui se passe. Ouais. Après, on s'attend quand même à une deuxième augmentation, je crois, c'est en novembre, si je dis pas de Ouais. bêtises, début novembre de 75 bips, Ouais. et puis après de 50 bips en décembre. Donc, Ouais. c'est clairement pas fini. Et puis, on va arriver à des taux qui vont être au-dessus des 4% en tout et pour tout, alors que cet été, on parlait de taux maximum à 3,5%, hein, quand même. Donc le sentiment a clairement changé. Et ça, les taux élevés, c'est pas bon pour les actifs risqués, encore une fois. Et là, Bien sûr. direct, ça a été la punition. Alors, c'est la punition, oui et non, parce que le marché est très, très volatile, hein. Donc, c'est-à-dire que ce soit les actions, les cryptos, tout, un petit peu, hein, tous les risques assets ont du mal à trouver un peu leur direction au début de ces événements-là. Hier, on l'a vu, ça bougeait dans tous les sens, en haut, en bas.
euh, de On a eu travers. des bougies incroyables. Des bougies Ah ouais, incroyables. des choses qu'on voit vraiment pas tous les jours. Le marché action, c'était pareil, hein. C'était au début c'était down, après c'était up, et puis on est repassé down de manière assez dramatique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup Ouais, d'interrogations parce que non seulement il y a de l'outlook qui est important, mais après il y a le positionnement des participants et de manière générale. Tout le monde sait que c'est quand même la merde, hein, depuis un moment, on le répète. Et du coup, le positionnement est assez défensif de la part des acteurs de marché. Et c'est ce qui parfois supporte un petit peu les prix de manière technique. Et mhm. qu'on a ces fameux bear market rally où tout d'un coup, il y a du short covering qui se passe et les prix qui remontent. Et c'est vrai que c'est difficile de lire en parallèle ce qui va se passer d'un point de vue macro, ce qui va se passer sur le marché, comment sont positionnés les acteurs principaux et énormément de volatilité. Donc ça ressemble plus en ce moment à du gambling que du trading, Ouais, bien sûr. clairement quoi. Mm. Donc ouais, Mais, pas évident. mais après, donc, normalement, il y a encore deux rendez-vous comme ça à la fin de l'année, si j'ai bien compris. Tout à fait. 3 au 2 novembre, 14 décembre. Et Normandie, je te pose une question là-dessus. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que, avoir un peu de lumière au bout du tunnel, notamment, moi je voyais qu'il y avait les midterms aux États-Unis qui sont censés être le 8 novembre. Est-ce que tu penses que ça peut être un paramètre qui ferait bouger les choses? Ouais, alors les midterms, c'est important parce qu'évidemment, on peut s'attendre à ce que l'administration américaine mette un peu la pression sur la Fed pour avoir des annonces un petit peu plus positives. Mais là, en fait, finalement, les événements sont passés. Donc, les midterms, ça va être avant euh, Ouais, la prochaine réunion. Donc, il y avait un espoir là-dessus, je pense, à l'été. Maintenant, c'est plus vraiment relevant. Par contre, ce qui va se passer là dans le marché action, ça va être les quarterly numbers. Donc, tous les trimestres, on a les boîtes qui ouais, publient leurs chiffres. Et là, on s'entend potentiellement à pas mal de profit warning. Parce que jusque-là, les résultats étaient plutôt bons. Tout ce qui était inflation et puis les top lines des business qui commencent à prendre un peu cher, on l'a pas vraiment vu pour le moment. Mais là, les expectations, c'est qu'on ait des chiffres qui soient pas forcément très bons. Et ça va un peu donner la direction du marché action qui probablement, à leur tour, vont donner peut-être une direction aux cryptos. Même si on a vu des petites décorrélations quand même entre les cryptos et les actions dernièrement, mm, c'est pas toujours très très clair. Mais c'est sûr que si le marché action pèse beaucoup dans le mois à venir, bon, on va avoir du mal à avoir des cryptos qui vont rallier, bien notamment sûr. un Ether qui va repasser au 2000. Et puis bon, là, on a quand même pris le bouillon, hein. En l'espace d'une semaine, on est passé de quasi à 1700 avant le merge à, on est quoi? On est à 1275 là maintenant. Là, on est descendu jusqu'à quasiment 1200 à un moment. Donc c'est quand même des mouvements assez significatif. Après, il n'y a pas tous les problèmes qu'on a vus de liquidation avec Three Arrows Bien sûr. Capital, avec Celsius, etc. à un moment. Ouais, Ça, normalement, ça a été cleané, ça a été dégagé. Donc, tous ces vendeurs forcés qu'on a pu voir à un moment, normalement, ils sont plus là. Sauf si, sans le savoir, il y a des gros acteurs qui sont leveragés de leur côté, mais je pense que on est dans un bear market, donc normalement, les gens sont un petit peu plus raisonnables sur leur positionnement en ouais, utilisant du levier sur la partie longue. Mais ouais. normalement, on devrait être protégé de ça. Après, les fondamentaux restent très mauvais, donc on est vraiment orienté à la baisse, quoi. Ben, tout à fait. Mais ce qui nous amène aussi un petit peu à des news un peu écosystème, et notamment au niveau de la régulation. Moi, j'ai vu passer quelques trucs cette semaine. Donc, il y a la SEC, donc, la commission des securities aux États-Unis, donc, qui a dit qu'elle considérait que, vu que la plupart des nodes staking d'Ethereum étaient basés là-bas, qu'en fait, l'Ether était sous sa juridiction. De l'autre côté, les US aussi qui proposent de bannir potentiellement pendant 2 ans les stablecoins algorithmiques suite à ce qui s'est passé sur UST, Terra, dont tu parlais à l'instant. Donc, pas mal de moves aussi de régulation qui sont pas hyper rassurants sur le marché. Non, c'est sûr que ça pèse un petit peu sur l'ambiance générale. Après, faut le voir aussi, cette régulation, peut-être qu'à court terme, c'est pas forcément très positif, Ouais, notamment avec les effets de headline qui sont un petit peu politiques, où eux, ils essayent de taper un peu dans la fourmilière et d'assainir un petit peu tout ça. Donc, au début, ça peut être vu comme un move un petit peu agressif. Après, à long terme, c'est une bonne chose, hein. On veut que enfin, en tout cas, moi, personnellement, à titre personnel, si on veut que ce soit
un produit d'investissement, il faut que ce soit régulé, hein, tout Bien simplement. sûr. Donc, C'est ce que je donc demande au marché, tout à fait. ouais, donc il va falloir passer par cette étape. Après, voilà, ça peut prendre un peu de temps. Ça va être flou pendant un moment, donc ça rajoute de l'instabilité. Après, on peut voir, il y a eu une news un peu plus positive aussi dans l'autre sens de cette semaine, qui fait partie de l'adoption, où tu as le Nasdaq qui ouvre Bien sûr. une division d'actifs digitaux et qui va fournir des services sur cette partie-là, notamment crypto. Alors, je sais pas si ce sera plus que les cryptos, mais en tout cas à Ouais. ces investisseurs institutionnels. Donc, voilà, des grosses maisons comme le Nasdaq, on avait eu BlackRock un peu plus tôt dans Non. l'année. C'est quand même des signes très positifs pour. Non, mais des signes très positifs qu'on a déjà cités et et on parle aussi enfin, des montants donc, que les fonds ont levés pour investir dans la crypto. On est quand même sur des montants énormes. Tout ça, donc des nouvelles en fait, mais qu'on se dit qui porteront peut-être leurs fruits d'ici 18 mois, quoi, en fait, au final, Ouais, bon, on avec un espère. écosystème peut-être un peu plus sain. Donc c'est ce qu'on espère. Mais On bon, de espère que l'autre les côté, lobbyistes crypto seront bons. clairement. De l'autre côté, donc il y avait quand même quelque chose, une valeur qu'on surveille, dont on parle à chaque épisode, une crypto, c'est notre crypto préférée, c'est le Apecoin, après Exactement. euh, et Le donc seul à sur survivre. l'Apecoin, on avait des très grosses attentes. Donc ça a eu performer l'Ether avec des attentes importantes sur le staking. On a vu des taux de staking proposés qui étaient dingues, hein, des 487% sur des mutants. Et donc la grosse attente. En plus, on se disait, tiens, ça tombe juste après le FOMC, tout ça. Donc là, on attendait le truc, tout le monde était bullish. Voilà, et on se dit, tiens, on veut des nouvelles de Yuga Labs, d'Apecoin et tout ça. Et là, ben, dans la nuit, mauvaise nouvelle, la tuile. Ouais, bah ils ont alors que on avait une surperformance du marché, ils ont fait je crois ça fait plus 30 ou plus 40% sur la semaine alors que l'Ethereum se prend moins 25%. Et là effectivement, ils ont annoncé dans la nuit qu'il y avait un membre du staff qui était visiblement malade et que du coup, il devait repousser le call en fait à je crois une date indéterminée hein, pour le moment. Donc bon, Exactement. un petit peu bon, on est désolé pour cette personne qui est malade, on connaît pas la gravité de la situation mais quand bien même, effectivement, il y a un membre du staff qui est convalescent, ce qui n'est pas une bonne chose. On est un petit peu surpris de la façon dont c'est fait, un petit peu au dernier moment. Et surtout, c'est une équipe. C'est pas, enfin, on espère que c'est une équipe et que c'est pas juste une individualité. Donc, un petit peu surpris que ce soit comme ça repoussé. On Ouais. peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a plus que ça derrière. Donc voilà, on espère que c'est pas le cas et que ce sera rapidement, ça rentrera rapidement dans l'ordre, mais un petit peu surpris par cette news Ouais. et donc ça bloque un petit peu l'ascension fulgurante qu'avait eu l'Ape jusque-là, qui était monté au-dessus des 6 dollars. Et là, ça redescend un petit peu en dessous. Je Alors, crois que c'est une des rares cryptos qui est un peu négative sur la journée. Après, ça reste relatif, hein. Ça a non, bien mais tenu. alors, franchement, c'est vrai que ça faisait un petit peu genre en mode absence pour sécher les cours. Ce qui était étonnant de la part d'un programme de staking qui est sur plusieurs milliards de dollars. Mais juste, et tu sais je ne sais pas si tu as vu, mais il y a à peu près 30 minutes, il y a un tweet qui est passé en disant que Ah non. finalement, on avait plus ou moins une date et que c'était aux alentours du 31 octobre. Mais en vrai, cette date, encore cette annonce, ça fait un peu genre en mode poisson d'avril. Ouais, Mais surtout en tout cas, 31 octobre, c'est plus tard que ce à quoi on s'attendait, non? exactement. Exactement, et Ouais. 31 octobre sur le marché crypto et tout ça, ça fait un peu long. Moi, Parce ça me fait qu'ils un peu peur. ils avaient dû, je crois, c'était fin septembre, mi-octobre, je crois, au début, ou quelque chose comme ça. Exactement, Donc là, exactement, et exactement. on a l'impresement qu'ils ont pris le 31 pour être le Ouais. dernier jour d'octobre, non? Ben, en fait, ça arrive au moment d'Halloween, quoi, tu vois. C'est une Hmm. petite trouille dans le tweet. C'est juste pour dire que c'est pas en novembre parce qu'ils avaient dit septembre-octobre, là, j'ai l'impression. Exactement, exactement. Donc Non, c'est 31 octobre à minuit Pacific Time, c'est ça? non, non, mais franchement, si y a quelqu'un qui a vraiment compris toute l'organisation yoga entre les Bored Ape, Horizon, donc qui réalise la plateforme de staking, et Animoca, je pense que c'est quand même une organisation assez complexe. Mais écoute, je trouve que le Écoute, délai est un peu long et j'ai peur qu'en fait, au final, ça un peu comme ce qu'on avait comme une certaine manière.
Ouais, bah écoute, on a nos bags, hein, donc on reste bullish, hein. Exactement. Exactement. Non, Donc et voilà, puis, donc, par contre, ça a eu un petit impact, et bon, sans transition, donc sur le marché des NFT, on a vu quand même des signes de vie de manière générale. Donc là où l'Ether était un petit peu en free fall, même si c'était pas non plus des mouvements trop dramatiques, ça a permis, je pense, au marché NFT de reprendre un petit peu ouais, de l'activité. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui restaient en Ether parce que tu avais le catalyse du merge et qui là se sont dit, bon, bah là, il n'y a plus vraiment de catalyse de ce côté-là. Ça part un petit peu en cacahuète, donc je vais dépenser mes Ethers et essayer d'aller faire des coups sur les NFT. Et donc, on a vu pas mal de collections vraiment prendre un peu bien euh, sûr. des couleurs. Et Ouais. clairement, je pense que sur le Ape, tu as eu, je sais plus, il y a une ou deux journées, tu as eu des séries de Bored Ape et Ouais. de mutants et Les, même et même les des kennels là, mutants, qui ont été sweepés là. les mutants, c'était très fort. Ouais, tout à fait. Les bordels, les kennels, bien sûr. Bon, on est quand même repassé, je crois, à 15 éthers à peu près de floor sur les Ouais. mutants, alors on était pas loin des 11 éthers il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc, bonne nouvelle. Bon, on a vu ça aussi, Daiko. Donc, moi, j'ai toujours pas exactement comment ça fonctionnait. En tout cas, et c'est même remonté surtout, hein, très fortement, plus 100%. Guy, particulièrement en Normandie, ont bien. Exactement, les Red Guys, ouais, qui sont quand même la manifestation de ce marché où on se fait tous éclater depuis le début de l'année, à part Mais quelques exceptions. c'est Donc, c'est assez marrant que ça se voit en effet souvent ta profile pic et parce que oui, gobelin quoi. Enfin, en fait, au moins c'est on dit on se fait éclater par définition. ouais, bah c'est moi depuis le début de l'année, je suis quand même bien down, hein. Donc je trouvais Ouais, que le mime était clairement d'actualité et puis j'aime beaucoup le l'artiste qui fait ça OSF qui a aussi bien son sûr. projet un peu utility qui s'appelle Degenex Space, donc je trouve que c'est vraiment sympa ce qu'ils font et lui il a bien percé en tant qu'artiste et c'est vrai que ça résonne auprès de pas mal de personnes et t'as notamment quelques gros collectionneurs qui animent un petit peu la communauté, donc Ouais. c'est assez sympa, mais tu vois, tu as des traders quand même comme, et pour le coup, c'est vraiment un trader comme Anonymous, qui s'est remis là-dedans et qu'on a resweepé un petit peu dans tous les sens. Et tu vois, et lui, il s'est remis à sweeper un peu à droite et à gauche, les paint drops de Feoshus, d'autres projets. Donc, tu vois, tu as des gars comme ça qui se remettent à reprendre du risque en NFT. Donc, ça, c'est plutôt Ouais, une bonne chose. super, super projet. Euh, donc je suis tout à fait d'accord. Après, de l'autre côté, on a eu dans les cas intéressants, donc Azuki avec un pump et Azuki avec des news. Là, on parle d'une levée de 30 millions de dollars sur une valeur de 300 à 400 millions. On avait vu Ouais, des chiffres. alors attention, c'est encore des spéculations, hein. Pour l'instant, rien n'a été annoncé, mais effectivement, le floor a bien pumpé. On a pris plus 50%. Et Ouais, c'est quand même un item qui coûte cher, hein. Je crois que c'est passé bah, de tout 8 à fait. à quasi 12 Ethers. Donc, mais effectivement, pour l'instant, c'est juste des rumeurs. Moi, j'ai regardé, le site est assez sympa. Le site est assez sympa avec des Eastern Egg planqués un peu partout. Mais bon, on voit que là, on parle à chaque fois. Donc, on est vraiment sur en fait, le projet qui ont tous financement pour devenir un peu des startups tech dans la foulée donc bah, de Yuga Labs, des Moonbirds, de Doodle, Azuki. Donc c'est cool. Et aussi ce qui nous amène dans cette organisation des un nouveau CEO et potentiellement aussi des rumeurs d'acquisition. Ouais, alors ça, je sais pas si c'est vraiment avéré parce que ça paraît bizarre de mettre un nouveau CEO et puis derrière, direct de vendre le projet. Mais c'est vrai que c'est des rumeurs qui tournaient depuis un moment parce que ils avaient du mal un peu à trouver leur business model. Ils sont revenus un petit peu, ils sont passés par les coolpets à essayer de lancer leur jeu, hein, donc du play to earn. Ça n'a pas vraiment très bien marché. Il y a eu quand même des petits problèmes d'implémentation qui leur ont coûté un petit peu cher. Et donc là, ils revenaient un peu aux racines de la brand, hein, qu'ils essayaient de développer de l'IP. Donc là, nouveau CEO, je crois que c'est un ex, si je dis pas de bêtises, euh, de grosse boîte, hein, c'est pas Disney ou je sais plus Oui, oui, quel. c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. On parle de boîtes en effet de médias, du Disney, ce secteur. Et en tout cas, dans mes profils super intéressants. Et Ça a de pumpé un petit peu, je crois que c'est passé à 3 Ethers, le floor des Cool Cat.
en étant, je crois, à un moment, c'était à 1,5 il y a pas si longtemps que ça. Donc, On il y a quand revient, même, on revient de, on revient de, on revient de on loin. revient de loin. Quoi qu'il arrive, on revient de très loin. Toi, tu les as plus, les Euh, Cool 4 depuis très longtemps, non? non, non, je les ai plus, T'étais mais un spécialiste des télés, si je me rappelle bien, non? deux Cool 4 TV, et ça c'était. Écoute, j'en attendais beaucoup plus. J'en attendais beaucoup. Beaucoup, beaucoup plus. Parce que à une époque, en fait, on était à. Je pense que sur ces Cool 4 TV, le floor, il était grosso modo à 30 Ethers, tu vois, et avec un Ether Ah à, ouais, à 3000, quoi. Donc, c'est sûr et- que j'en attendais beaucoup plus. Ouais. Enfin bon, effectivement. Ouais. mais par contre, autre sujet très intéressant pour moi, donc et pour nous, c'est Taylor Hobbs avec le nouveau projet QQL. Donc Taylor Hobbs, l'artiste génératif qui a réalisé les Fidenza, dont on parle à chaque épisode, dont on était curieux au dernier épisode de savoir si le MoMA allait enrichir sa collection de NFT en fait de Fidenza. Donc Taylor Hobbs qui lance ce nouveau projet. Donc résultat, un gros boost sur le marché des Fidenza. Donc le floor a été complètement sweepé. Et de l'autre côté, moi j'ai regardé, donc très très beau projet. Donc il fait ça avec un dev d'art génératif. Très très beau projet. Et donc 999 mint mis à disposition donc du public, dont 99 qui seront répartis dans le cadre d'un concours pour ceux qui arrivent d'ici là à créer les plus beaux QQL. Et donc franchement le projet il est exceptionnel. Le min price, on part au début donc sur une Dutch auction qui démarrera à 50 Ethers. Et donc la Dutch Auction, en fait, je pense que ça va se sold out quand même très 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 rapidement, notamment avec ce qui s'est passé sur le floor des Fidenza. Et franchement, super projet. Je recommande à tout le monde d'essayer l'interface et de faire un tweet donc en mettant une de ses créations. Je vais proposer un de mes meilleurs amis avec qui je suis. Personnellement, j'ai fait ce tweet. Si jamais on arrive à gagner un mint à 50 Ethers, je pense qu'on sera vraiment content. Non, mais donc, super beau projet, en tout cas, qui va remettre en lumière un peu l'art génératif. Hello les gars. Ouais, clairement. Après, c'est pas pour toutes les bourses. Salut, Punisher. J'ai vu que t'avais réussi à prendre l'invitation d'intervenant, donc c'est Ouais, parfait. justement, je voulais Euh, rebondir sur QQL parce que ça fait 3 jours que je suis dessus là. Ah, Ah, vas-y, ouais. C'est génial. Avec plaisir. donc, ça fait 3 jours que tu es dessus, donc t'en as fait 200. Ah non, pas 200. T'es capé à 400 en Q. Moi, j'ai dû en générer à peu près 10 000, je pense. Ah, Waouh. wow, t'es solide, parce que moi, j'en ai fait quelques centaines. Ah, tu plaisantes pas, en fait. Ouais, ouais. Puis, sur le Discord, c'est assez cool. Il y a pas mal de gens qui partagent leur créa. Et faut reconnaître que c'est assez addictif, quoi. T'as vraiment cet effet lootbox, blister. Moi, je sais que je l'ai fait tourner. Le seul problème, c'est que tu peux pas le laisser tourner si t'as pas la table ouverte, en fait. Dès que tu passes sur une autre table, ça pose. Mais, tu as vraiment cet effet blister. Et donc là, pendant qu'on fait le live, là, tu vois, j'en ai 312 là, qui sont en train d'être générés. Et donc après le space, je vais aller regarder ce qui sort de beau. Mais vu qu'ils ont mis en place un concours sur Twitter, où il y a 9 spots pour le Mind Pass. Ouais, tout à fait. Donc du coup, c'est vrai que ça encourage pas mal les Ah ouais. gens. Et donc, Ouais, vas-y. donc t'en as fait combien, t'as dit à peu près. J'ai dû en générer à peu près 10 000. Là, tu vois, alors où on parle, j'en ai 125 en favori, mais je fais des, je Ah, fais magnifique. des, je fais des cleans à chaque Ah ouais, fois. donc t'es Nico, très je chaud parce t'avais. que j'ai vu qu'il y en avait 500 000 qui avaient été Ah générés non, en non, on a 2 jours. passé le million déjà la nuit On dernière, a ouais. passé le million. Ouais. Ouais, ouais. je- Bon, même, je- même, je- même avec le million, si t'en as fait 10%, c'est déjà pas mal. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais alors attends, donc tu as 125 favoris. Est-ce que tu as déjà fait ton tweet avec ton QQL ou est-ce que Non, non, la deadline c'est dimanche, donc ça sert à rien de Donc se c'est précipiter. dimanche, c'est le 25, c'est ça Ouais. exactement. Et ensuite, le concours, le jury délibérera, il me semble, juste pour le 28. Alors pour le 27, ils vont annoncer Pour le le 27, pardon. gagnant, ouais. Et donc il y en a 6 qui vont être sélectionnés par des juges qu'ils ont eux Ouais. sélectionnés, et 3 qui vont être sélectionnés par les deux fondateurs, donc Tyler et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Mais alors attends, parce que moi, il me semblait qu'il y en avait 99 Alors après sélectionnés. la Mhm. supply, que je te dise pas de bêtises. Supply total C'est ça, 999. 999, il y Et en a 900 en mint.
Ouais, voilà. 9 Et en 99. giveaway, 9 en Ah oui, d'accord, giveaway 9 et 90 pour des partnerships, etc. Ah, pour les Ah, partenaires. d'accord, ok. Ah ouais, Ok. d'accord. Donc moi, je pensais que c'était 99, donc c'est pas la même chance de succès. Nico, il pensait qu'il jouait pour 99 places sur 999. Là, c'est Ah, la désillusion. En plus, il a réalisé qu'il avait déjà envoyé son QQL, alors que toi, d'ici à dimanche, tu en auras minté probablement 40 000 et tu vas faire une curation du tonnerre. Donc là, il est en train de voir le truc filer devant ses yeux, là. Non, bah tu supprimes ton non, tweet, mais hein. j'encourage vraiment toute l'audience à essayer d'en faire un parce que c'est vraiment sympa. C'est top, ouais. Le rendu est top et en fait, on a vraiment. Franchement, je trouve ça extraordinaire parce que au final, on a l'impression de faire son Fidenza et sans avoir vraiment aucune connaissance technique ou même de l'art génératif, c'est hyper facile. L'autre truc que j'ai trouvé pour le coup hyper intéressant, surtout, c'est que les mints, les mints, grosso modo, sont pas limités dans le temps. Donc ça veut dire que si tu prends ton mint sur la Dutch Auction et que tu l'as, tu peux choisir d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, enfin ad vitam aeternam, pour minter en fait ton QQL. Donc ce qui va en Ah fait ouais. donner aussi une dimension de temps à l'œuvre et à la collection. Et je trouve ça Et assez... le Mind Pass va bien spéculer, je pense, du coup, si Ah c'est. ouais, bien Ouais, sûr. ouais, parce qu'en plus, ça change un peu l'outcome de la collection. Après, tu peux avoir quelque chose qui est plus ou moins rare, qui va devenir bah, forcément C'est ça. moins rare une fois que quelqu'un aura minté quelque chose qui aura tes caractéristiques. Donc, clairement, il va y avoir beaucoup de jeux là-dessus. Et puis, je pense qu'aussi les players qui peuvent se permettre des pièces dans cette range-là vont clairement jouer pas mal de mind games. Donc, ça va être assez intéressant à suivre Ouais. de loin, Mécanisme, personnellement pour moi. mécanisme hyper bien pensé parce que tu vois, ils te disent aussi, en revanche, les premiers à minter, ben, tu vois, auront quand même pour eux le numéro de série, entre Ouais. guillemets, qui les C'est ça. valorisera. Donc, enfin, franchement, je pense qu'on est vraiment sur un truc d'orfèvre, Ouais. du très très beau projet NFT. Et Voilà. puis attends, donc t'as une fluidité aussi sur la génération qui est absolument Carrément. sans tasse, quoi. Enfin, la moyenne de temps de génération pour un QQL, c'est entre 1 et 2 secondes, quoi. Donc Ouais. c'est assez hallucinant. C'est clean. Mm. Non, bah c'est super. En tout cas, on a hâte de découvrir ça. Et puis, bah, on souhaite que quelqu'un dans l'audience gagne Un spot. un des 9 passes, qui est quand même bon. À mon avis, ça vaudra au moins 40-50 Ethers au final. Donc, plutôt. Ouais. Ah, mais c'est génial de réussir à faire une aventure participative sur ce sujet. C'est vraiment un super sujet. Donc, bah, merci beaucoup, Punisher, là, pour avoir précisé ce sujet qui est vraiment un sujet clé du moment. On voulait juste finir avec Normandie. Oui, oui, allez-y, je me mets en mute. Non, mais dernier sujet, mais sur lequel, en fait, justement, ne te mute pas parce que tu es plus pertinent que nous encore. C'est Heads by Matt Fury, donc qui a été un beau succès cette semaine. Donc les Heads qui ont été mintés, Matt Fury qui avait fait les Rare PP. Et là-dessus, donc on est parti très rapidement donc à 3 Ethers. Ouais, c'est ça, le floor du projet a bien monté. Alors, si j'ai bien compris, il avait fait une collection qui s'appelait comment ça s'appelait? Peds, non? Qui existait, donc qui avait été fait, je sais pas si c'était fait en fin d'année dernière ou en début d'année, donc encore par le même artiste, donc, dont le floor était assez élevé, hein. On parlait de quand même 10-15 Ethers, je crois, au niveau du floor de ces collections-là, et donc tu pouvais, à partir de ça, en fait, minter tes heads. En tout cas, une partie était de ce côté-là, et puis effectivement, ça s'est rapidement envolé, donc jusqu'à 3 Ethers. C'est redescendu, je crois, un petit peu avant le reveal. Et là, maintenant, le floor, je crois, est autour de 1,5, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est un petit peu affaissé. Après, tu as des rares, entre guillemets, parce qu'ils sont chacun uniques, si j'ai bien compris. Mais les grenouilles, en fait, partent plus haut, autour des 5-6 Ethers, alors que le reste a l'air de traiter un petit peu plus bas. Bah, on en Alors, parlait, on trouvait pas l'art exceptionnel, hein, Normandie. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais pas ouais, l'art alors exceptionnel. on a dit qu'on Mais, n'allait pas tracher, mais c'est vrai que la semaine dernière, on était non, déjà parce que pas super. c'était un peu une des belles surprises et un des beaux projets de la semaine. Hein, enfin, Ouais. mais bon, Bah, voilà. c'est sur le nom de l'artiste, hein, Exact. Ouais. clairement. Après, bon, il y a peut-être des gens qui résonnent avec l'art lui-même. Moi, personnellement, je suis pas transporté. Après, tu vois, la semaine dernière, on n'était pas transporté par les Renga, et puis on a raté le pump,
Pomme d'Eringa, même si ça s'est affaissé depuis, mais euh, l'art, ou en tout cas l'esthétique, est clairement subjectif. Ouais, je vous rejoins là-dessus. Alors attention, parce que le mec, c'est pas le créateur de Rare Pépé, c'est le créateur de Pépé the Frog, Ouais. qui a donné vie justement par la suite aux mèmes et aux collections Rare Pépé sur Bitcoin. Mais bon, alors moi, j'ai pas trop d'ig sur cette collègue, juste j'avoue que j'ai regardé quand même ce qui sortait. Et c'est vrai qu'au niveau de l'art, au-delà de l'aspect esthétique, ce que je trouve un peu dommage dans ce que j'ai vu, c'est que, et ça me frustre dans beaucoup de collections, c'est qu'il y a beaucoup d'assets qui se ressemblent. Et ça, c'est dommage parce qu'on s'attend à avoir quelque chose d'unique, mais au final, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont une PFP qui est très très proche de celle qu'on a pu minter. Ouais, Donc, alors qu'en plus c'est censé être unique, mais c'est vrai qu'effectivement c'est assez. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, bon, peut-être pas comme deux gouttes d'eau, mais qui sont très très mm, proches. mm, mm. Mais bon, en tout cas, le floor se maintient. Un 45, là je vois, en regardant la collection maintenant, mais c'est vrai que moi, perso, je le mettrais pas en PFP. Euh, Ouais. bon, en tout cas, on verra bien comment ça évolue avec le temps, mais c'est intéressant et c'est un des projets de la semaine qui clairement qui sortait du lot. Bon, bah super. Bah, Nico, tu avais des choses à rajouter avant qu'on passe à notre invité Punisher? Non, on a perdu Écoute, Nico. non, non, pas du tout, non, non, pas du tout, mais je pense T'es en surtout train de faire que tes merci, courses ça a été une sur les super heads. introduction et qu'on est direct dans le vif du sujet. Donc, ravi de t'avoir parmi nous, Punisher. Merci beaucoup. Bah, Ouais, donc, c'est moi, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Petite scène francophone en plus, c'est cool. bah ouais, exactement. Et donc ça nous fait plaisir de t'avoir parce que bah, moi-même je suis impliqué dans quelques projets historiques. Ah, Et donc pour peut-être enfin juste pour faire une petite intro, mais après je vais te laisser te présenter bien parce que sûr, tu bien le feras sûr. mieux que moi. De ma compréhension, donc et en tout cas de ce que j'ai vu sur Twitter, tu t'es un petit peu rapidement imposé quand même comme un acteur un petit peu incontournable des NFT historiques et notamment sur la blockchain Namecoin. Mais pas que. C'est vrai que t'as fait tourner pas mal de tweets avec des timelines. C'est un petit peu une trend qui avait été commencée par Leonidas, qui est très connu dans le space. Il avait fait sa timeline et toi, t'es allé au next level. T'as fait un espèce de, je sais pas comment on peut dire, mais une sphère en mode chronologie qui était ultra détaillée vraiment sur tous les projets. Et c'est vrai que rapidement, je t'ai vu un petit peu creuser dans le space où enfin, moi, quand je suis arrivé début 2002, début 2022, je t'avais pas forcément repéré comme un personnage clé des NFT historiques. Et puis, lentement, mais sûrement, t'as un petit peu émergé et puis t'es devenu un peu comme quelqu'un de référent presque pour pas mal de communautés. Donc, ça nous intéressait de t'avoir, d'avoir déjà que tu nous racontes un petit peu cette histoire et puis de comprendre un petit peu la valeur que toi tu vois justement sur ce type d'actif. Et puis qu'on échange un petit peu sur la partie NFT historique qui est parfois un peu moins connue quand même du reste du NFT space pour pas mal de personnes. Ah bah, Moi, je te confirme. ce que je voudrais savoir, Punisher, c'est est-ce que tu as des parapluies? Umbrella? Non. Ça fait partie des assets que je veux. Enfin, j'aimerais bien en choper un, mais je t'avoue que j'ai d'autres priorités de Graal à l'heure où on parle, et notamment un rare PP. Ouais, super. Mais pour rebondir, du Pour te coup, présenter, oui, pardon, excuse-moi. ouais, ouais, non, pas de souci. Pour rebondir, du coup, Normandie, ouais, bah, je te confirme que oui, oui, en début 2022, j'étais clairement personne dans le space, hein. J'étais un bleubit débutant au possible. Je suis tombé sur le Discord des Punicodes, donc qui est une Bah, connexion. c'est dans celui-là que je t'ai repéré en fait. Donc je suis D'accord. dans la Punicode DAO. Ah, d'accord. Putain, j'avais même pas fait gaffe. Voilà, tu vois, j'avais même pas fait gaffe que tu Moi, étais dedans. J'avoue que je suis pas très actif sur le Discord ouais, Punicode. bah, moi non plus, mais je suis arrivé en fait en début d'année en 2022 et c'est une des premières choses que j'ai repéré, c'était un tweet de Devoted où il expliquait qu'il y avait des punicodes à aller chercher si tu te créais un wallet Namecoin, etc. Je comprenais strictement rien de ce que je faisais, mais je me suis retrouvé un petit peu à faire la chasse au trésor et donc j'ai récupéré tant bien que mal, je sais plus, cinq ou 6 punicodes. Ah ouais, bah bien. Tu vois, moi j'en ai même plus, moi. Tu vois, Ah, t'as je- tout vendu? Alors j'ai tout vendu, non, c'est surtout troqué pour des assets plus intéressants. D'accord. Ça reviendra tout à l'heure, mais ça fait partie des choses.
que je vais remettre dans ma petite collecte très rapidement. Mais ça va, on va dire que c'est pas, pour l'instant, on sait que ça va pas s'envoler, exploser, c'est plutôt du long terme. Ça va prendre du temps. Donc, euh, donc voilà. Mais Et après, pardon, je t'ai coupé, mais donc, ouais, t'es arrivé dans le space et effectivement, t'étais pas bah, très connu. En tout cas, tu partais pas de bah, grand-chose. si tu veux, j'ai commencé dans les NFT en août 2021. Donc je suis arrivé un peu en retard. En ayant par le passé quand même en 2015, je co-gérais un accélérateur de start-up en ligne et notamment on avait fait une saison blockchain. Et, euh, et dans nos mentors donc du coup que j'avais réussi à avoir, on avait Joseph Lubin qui était quand même le co-créateur d'Ethereum. On avait aussi Eric Larchevêque, créateur de Ledger. Enfin, on avait des beaux noms, mais qui à l'époque étaient vraiment pas connus, quoi. Donc j'étais dans ce bain-là avec des notions depuis 2015. Mais étant dans le jeu vidéo à la base, le jeu vidéo mobile, j'ai jamais pris le temps par flemme, je le reconnais, hein, parce que il y a beaucoup de barrières techniques d'entrée dans le monde de la blockchain, des crypto-monnaies et puis des NFT à l'époque qui étaient très primitifs. Donc je suis arrivé assez tard au final. Je suis arrivé assez tard et donc j'ai commencé en août 2021 dans, je pense, la pire période, même si c'était un bull market, c'est le meilleur moyen de perdre de la thune, hein. Tu te retrouves dans des projets scam, rug qui s'enchaînent, de la hype à tout va et 99% de ce qui drop finit par rejoindre le zéro. Et à partir de décembre 2021, je me suis dit, ok, il faut que je change ma strat. Là, je vais investir un gros ticket. J'étais down de 75%, donc il fallait que je révise mes stratégies d'investissement dans les NFT. Ouais. Parce que en plus, j'ai vraiment l'âme de collectionneur. Pour le coup, moi, le flipping, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et Quand donc, tu achètes, tu revends pas, quoi. j'ai du mal. Si tu veux, Mm. la stratégie veut que, idéalement, si tu as les fonds, sur chaque collecte, si tu veux la jouer raisonnable, mais tout en prenant quand même du risque, intéressant, c'est de prendre trois assets, quoi. Un que tu vas revendre tout de suite si ça pump pour rembourser les deux autres. Un que tu vas revendre au pump suivant et qui va te faire ta marge pour réinvestir ailleurs. Et le troisième que tu gardes et sur lequel tu vas spéculer pendant peut-être 2-3 ans. Bien sûr, mais on connaît tous cette règle NFT, mais je pense qu'elle est d'autant plus importante sur ces NFT historiques ou sur des NFT artistiques. Ouais. Parce que tu démarres, en fait, tu peux démarrer sur des prix assez bas au début et tu dois penser à financer sans flipper idéalement trop euh, un peu ton fonds de roulement, quoi. C'est ça, c'est du fond de roulement. Après, enfin, la règle quand même, essentielle avant parce que ça, tu peux l'appliquer à tout drop en fait. La règle quand même qui doit venir avant, et c'est là où vraiment ça a changé la donne pour moi, avant d'en arriver encore une fois au sujet historique, ça a été d'analyser les projets de fond en comble, quoi. Quand il y avait donc vraiment de passer beaucoup de temps à saigner un petit peu toutes les annonces des drops à venir, et pour chaque drop, vraiment d'aller analyser l'équipe, la vision, le website, la communauté Discord, enfin la qualité globale de ce qui entoure le projet, pour savoir si vraiment le feeling était bon ou pas, peu importe que j'ai de l'affect sur l'art, qui parfois peut être juste de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre président. Mais voilà, donc c'est très 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 important, surtout dans un bull market où ça n'arrête pas de drop, d'aller identifier la qualité du projet qui est derrière. Alors que dans un bear market, au final, c'est le côté positif des bear markets, c'est que tout ce qui T'as est le temps. build dans ces périodes-là, c'est très qualitatif, quoi. C'est des believers, c'est des gens qui sont là pour rester. Et en général, les projets qui sortent en plein beer, c'est souvent des valeurs beaucoup plus sûres que dans les bull markets. Bien sûr. Moi, j'ai juste une question, puis bien sûr, c'est par rapport à ton profil, entre guillemets. Enfin, franchement, moi, quand j'ai entendu parler pour la première fois des archéologues de la blockchain et des archéologues des NFT,
J'étais fasciné parce qu'il y a une dimension, tu vois, l'archéologie sur du digital, comme ça, il y a un côté Mm. cyberpunk assez dingue et Indiana Jones. Toi, dans ta vie, tu es un collectionneur, dans ta vie en dehors des NFT, de la blockchain, tu es collectionneur? Alors, j'ai l'âme de collectionneur. C'est-à-dire Ouais. que, à force de voyages que j'ai pu faire un peu plus jeune, j'ai eu une tendance au minimalisme, mais petit à petit, le naturel revient au galop et ouais, je suis un collectionneur dans l'âme, je vais pas mentir. Enfin, depuis tout petit, que ce soit les cartes Pokémon, Magic, Warhammer, j'en Bien sûr, passe. bien sûr. Ouais. J'ai fait les pièces de monnaie, enfin, voilà, j'ai collectionné énormément de choses. Donc j'ai vraiment l'âme de collectionneur, de la loot box. J'étais un gros joueur de World of Warcraft, de Diablo 2. Voilà, tout ça, c'est des choses qui me parlent et qui me manquaient aussi, Bien sûr. que je retrouvais pas ouais, je retrouvais pas cette magie nulle part en fait, ni dans les nouveaux jeux qui sortaient, ni dans d'autres industries. Mhm. Et quand j'ai découvert ça, et encore plus sur les NFT historiques, là vraiment ça a été l'émancipation de cette âme de collectionneur qui est innée, je pense. Ouais. Euh, et mais bon, après je ne fais pas partie des premiers, hein. Les premiers archéologues avertis et assumés, ça date de à peu près aux alentours de la période avril-mai 2021, à la sortie des Bored Ape et tout. Donc il y a notamment Adam McBride et Early NFT qui sont les premiers sur le sujet. Adam, c'est lui qui, si je me trompe pas, qui a excavate les Curio Cards et qui a participé Ouais. à l'excavation des Mooncats, enfin de plein de projets Ethereum qui étaient Bien non sûr, seulement on avait vu les Rocks aussi au même moment, non? voilà, les Terre Rocks, Ouais. voilà, il y a les IKB cachés industrie. Enfin, tu as eu beaucoup de projets comme ça où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des précurseurs sur Ethereum Bien sûr. à la période assez proche euh, euh, CryptoPunk et même Curio Cards qui datait d'avant pour le coup. Mhm. Et du coup, et après, tu as donc Early NFT donc, qui s'appelle John Ranis sur les Discord, lui qui était vraiment celui qui a excavate la partie Namecoin. Alors lui, il n'a pas fait un travail de fond, c'est-à-dire que il a surfé sur la vague Emblem Vault. Alors je sais pas si vous savez ce qu'est Emblem Vault, mais c'est donc en Non. gros c'est un tool qui a été monté par des mecs qui permettent en fait de wrap des assets d'une blockchain différente dans un asset Ethereum tradable sur OpenSea. Donc en fait sur OpenSea, tu as une collection qui s'appelle Emblem Vault, entre parenthèses Ethereum, et en fait ce ne sont Ouais. que faut voir ça voilà comme des wrappers, des boîtes dans lesquelles en fait tu as un asset d'une autre blockchain, et en fait le Vault détient le wallet. Chaque fois que tu crées un Vault, Ouais. ça te crée par défaut un wallet de chaque blockchain qui est supporté à l'intérieur, dans lequel Alors, tu vas pouvoir transférer ce l'asset. que tu dis est hyper intéressant là, parce que là, pour vous, tu réponds à une des questions que moi je pouvais avoir. C'était donc, est-ce que c'est pour ça que les CryptoPunks, par exemple, sont pas accessibles sur OpenSea? Alors, notamment, il y a plusieurs choses, et là-dessus, je pense pas être le plus expert, donc Ouais. je vais pas prendre trop de risques, mais pour justement avoir acquéri un CryptoPunk donc au mois de juillet, c'était assez récent. Déjà, il a fallu que je revoie tous mes classiques parce qu'en effet, tu ne peux pas les trade sur OpenSea, tout simplement parce que les versions de smart contract, je sais plus exactement le naming de celles qui étaient des CryptoPunk, mais c'était pré-ERC 721 et 1155, Ouais. donc supporté par OpenSea. Et donc en fait, donc tu as quand même une version, tu as une page CryptoPunk wrappée sur OpenSea, mais avec très très peu de CryptoPunk, et à prendre avec des pincettes et bien connaître le sujet pour trader là-dessus. Pour les trader, ça se fait sur le site dédié CryptoPunk parce qu'ils ont, j'imagine, leur propre wrapper interne, et puis en plus, tu ne te tapes pas les frais de commission d'OpenSea au passage. Mais c'est vrai, mais ça, tu vois, ça, c'est un vrai sujet. Et, enfin, moi, je suis passé par là et je pense qu'il y a plein de gens donc, qui découvrent les NFT qui passent par là. C'est t'entends CryptoPunk et tu connais OpenSea en tant que place de marché, tu te dis, je vais aller chercher dessus. Mm. Et ça fait très bizarre quand tu les trouves pas ou que tu tombes sur des wraps.
ou sur des collections en fait qui sont issues de ça. Et je pense que Ah bah, je te ça, confirme. ça met pas mal ça crée pas mal d'erreurs, pas mal de confusion, sans Ouais. parler en plus des V1, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. Bah, les V1, ils ont leur wrapper, donc ça va, ils sont assez faciles d'accès sur ouais, OpenSea. Mais ouais, c'est vrai que quand j'ai dû faire mon bid, parce que moi je l'ai eu au bid, celui bien sûr. que j'ai, c'est d'ailleurs le cas de la Il plupart est, des il est, transactions. il est très beau, hein, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure au début de l'épisode. Merci. Je le connaissais pas. Et, Bah écoute, moi, j'ai bien analysé pendant 3 semaines tout le marché des CryptoPunks et je voulais vraiment à la fois un CryptoPunk qui puisse coller où pas mal de typologies de personnes physiques puissent s'identifier à lui d'une part, ensuite qui n'ait pas trop de jumeaux. Et il y a beaucoup de CryptoPunks qui se ressemblent et qui se jouent à quelques détails près. Celui-ci n'en fait pas partie, il est assez unique. bien sûr. Et en plus de ça, il a des traits caractéristiques qui sont très appréciés sur les traits basiques, sur l'idéologie punk, donc le mohawk, Ouais. la barbe et les lunettes comme ça fonctionne bien. Il aurait eu une cigarette, il aurait été parfait. Mais il n'existe pas malheureusement. Superbe. Donc ouais, et quand tu fais ton bid, sachant que tu n'es pas sur du W Ethereum, c'est de l'Ethereum en fait que tu peux pas bid sur plusieurs CryptoPunks. C'est quand tu bid, Ah, c'est un par un. Ok. voilà, tes 90 Ethereum, ils sortent de ton wallet quoi. Ah non, mais Hmm. je l'ai fait aussi, je l'ai fait récemment. Malheureusement, moi, j'ai vendu mon CryptoPunk, qui Ok. était euh, avec un Mohawk aussi, comme ça. Mais j'ai été très étonné parce qu'en fait, quand on vient d'OpenSea et du monde actuel des NFT, quand on est sur la plateforme, la place de marché des CryptoPunks, on comprend pas trop ce qui se passe en fait, hein. Dans la manière de bider, Perdu, c'est ouais. très différent. Mm. Et pour revenir à Emblem Vault, ça permet effectivement de traiter pas mal de NFT historiques, mais il faut faire quand même attention. Il y a pas mal Tout à de fait. faux aussi, donc il faut bien repérer. J'ai cru voir d'ailleurs cette semaine qu'il y avait des gens qui montaient leur plateforme aussi historique. Je crois que Leonidas a lancé sa plateforme dédiée. Il y a un Alors ouais, autre on gars est qui l'a fait. plusieurs. On est plusieurs. Donc il y a Schfatz qui travaille sur Old C'est NFT. ça, hein. Donc lui, moi, notamment, on travaille ensemble de fond hein, en tant que communauté, bien sûr, où je lui ai refilé toute ma database parce que j'avais monté un site qui s'appelait The NFT Timeline. En début d'année, mais au final il a réussi à faire beaucoup mieux. Moi je suis pas dev, donc j'avais fait un truc un peu bricolé avec des tools, bref, qui avait une sale gueule mais qui était assez complet, là où lui ça avait une bonne gueule mais c'était pas assez complet, donc je lui ai refilé toute ma database D'accord, et super intéressant. il a fait du coup une marketplace avec Réservoir, donc qui permet de créer des marketplaces assez facilement. Et Leonidas, en fait, en parallèle, a eu la même idée. Bon, après, les deux n'ont D'accord. pas tout à fait le même positionnement. C'est-à-dire que Schfatz, il est vraiment sur les assets pré-ERC 721. C'est vraiment la marque temporelle, technologique. Donc lui, il va de 2011, enfin 2011. En tout cas, là, sur la marketplace, c'est que de l'Ethereum pour le coup, à part sur Emblem Vault. Donc on va dire qu'il va de 2015 Etheria V0.9 donc tout ce qui va être juste avant CryptoKitties qui a démocratisé le RC 721, et Leonidas lui va plutôt jusqu'à 2019, on va dire aux alentours des crypto skull Avec notamment son sur projet phare. voilà, et son projet phare, c'est lui qui l'a redécouvert hein, notamment. Ouais, Donc bah, je me rappelle, moi, quasiment le premier projet sur lequel je suis tombé, en fait, c'était les CryptoSkull, exactement, bah pareil, parce que j'en avais entendu parler et je me suis retrouvé dans le pump de début d'année où Leonidas a fait exploser le truc et puis après avec Gary Vee qui s'était mis dessus c'est et ça. ça m'a un peu fait tourner la tête et j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est un peu à cause de Leonidas et je me suis pris une grosse claque en début d'année. Ah bah ouais, il y avait un moment où c'était pas mal d'or. Je me suis retrouvé dans le haut de la crypto et puis le pump des actifs historiques qui sont complètement illiquides. Hein, faut le rappeler à Ah bah l'audience. complètement, ouais. C'est du long terme, mais quand on parle du long terme, c'est du vrai long terme. 5 à 10 C'est ans, pas ouais. pour aller flipper un mois près ou 3 mois près. Non, Parce que non, non. dans l'univers NFT, on a tendance à dire long terme et puis tout d'un coup, quand on dit long terme, les gars pensent 3-6 mois.
Non, non. NFT historique, c'est vraiment 5 ans de plus, quoi. 5 Mais à 10 ans, ouais. moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir et d'honneur à animer le podcast avec Normandie, parce qu'il est arrivé au meilleur moment. Il a démarré sur les meilleurs assets. Il est toujours là. Ouais, alors moi, comme tu disais, tu vois, genre dans un bear market, tu vois un petit peu les meilleurs projets émerger. On voit aussi les gens qui s'accrochent. Exactement. C'est vrai que je suis encore là, donc a Ah priori, bah, je suis passionné par le sujet. Sinon d'un point de vue financier, effectivement, comme le rappelle Nico, pour faire tourner le couteau dans la plaie, je suis pas arrivé au bon moment. Je suis pas bah arrivé au ouais, bon ouais, mais moment. comme beaucoup. Mais bon, Mais honnêtement, j'ai dû apprendre dans la douleur, mais j'ai un parcours, je pense, à partir du moment où ça a vraiment été dramatique, qui est en fait bien meilleur que celui de début d'année, là où tout le monde faisait finalement de l'argent sur mon dos. bien sûr. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que t'arrives à un petit peu, quand tu creuses le truc, t'arrives à rebondir. Il y a toujours des opportunités dans le marché NFT, et je pense que c'est un peu de toi ce que t'as vu sur la partie historique, et tu t'es engouffré dans la brèche, et t'as un peu comblé un espace en fait qui était pas complètement mature, où on sentait qu'il y avait de l'information mais qui était pas complète, et toi, tu as complété ça. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ta démarche, c'est que non seulement tu as collectionné et puis tu as été actif sur le trading de ces assets, mais en plus, tu as contribué au narratif de l'écosystème, et puis à agréger des données qui permettent en fait justement d'expliquer et de prêcher un peu la bonne parole sur les NFT historiques, et de les faire découvrir à des personnes qui pourraient rentrer dans le space aujourd'hui, ou qui sont déjà rentrés, mais qui sont que sur la partie NFT artistique. Ouais, tout à fait. Et puis particulièrement, moi, du coup, tu l'as dit au tout début du live, moi, mon dada, c'est vraiment Namecoin. C'est vraiment Namecoin, qui est très archaïque, hein. C'est la toute première blockchain qui est tout premier fork, toute première altchain, toute première altcoin, deuxième blockchain, donc 2011, et la toute première blockchain qui permettait, si tu veux, pas seulement de se contenter de store de la data on-chain, parce que ça a toujours été possible. Il y a eu des use cases, même dans le premier bloc de Bitcoin, tu as notamment encodé en base 64, il me semble, ou en X, non, c'est en X, la une du jour du premier bloc, le titre de la une du premier bloc. Donc ça a toujours été possible, grâce à la OP return fonction de Bitcoin, de pouvoir store de la data dans la blockchain Bitcoin. Mais avant Namecoin, c'était impossible de la posséder, d'être le owner et de la transférer, de pouvoir le trader. Et c'est ce que Namecoin a amené. Et c'est une blockchain qui est là, on peut vraiment parler d'archéologie, quoi. C'est assez fascinant parce que tu te retrouves heureusement, il y a des gros acteurs que tu as dû croiser, du coup, toi aussi, sur le Discord Punicodes comme Swooty, qui ont contribué à développer des databases, donc qui sont allés scanner toute la blockchain de Namecoin pour pondre des databases pour faciliter l'exploration de cette blockchain, et donc où tu as accès à tous les assets, et tu tombes sur des pépites absolument incroyables. Et juste donc pour mettre dans le contexte de qu'est-ce qu'est Namecoin, moi, mon travail, c'est surtout je suis pas le plus expert sur la technique. Moi, ce que j'essaye, c'est justement d'être en contact perpétuel avec les personnes qui sont des experts sur la technique pour hyper casualiser le message et faire en sorte que les newcomers comprennent et puissent adopter et avoir confiance. Et donc, Namecoin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'ancêtre de ENS. Voilà, c'était exactement le même principe à la base, qui avait enfin, une idée à laquelle a participé et contribué à sa manière Satoshi lui-même, hein, sur les forums de Bitcoin.org à l'époque, et et donc, tu as deux personnes, donc Vince et Cal, qui ont donné vie à cette altchain pour permettre en fait de créer des noms de domaine décentralisés, c'est un DNS, hein, en point bit en l'occurrence pour Bitcoin, BIT, même si la blockchain est complètement indépendante, c'est un fork, mais elle n'est pas interconnectée à la blockchain de Bitcoin.
Et, et de cette manière, en fait, d'enregistrer des noms de domaine revenait à enregistrer à store de la data textuelle dans la blockchain et de pouvoir l'échanger comme on voulait. Et encore plus loin que ça, c'est qu'en fait, quand ces noms de domaine ont une expiration, hein, comme tous les systèmes de noms de domaine, sauf que leur système d'expiration, il est un peu différent de ENS. ENS, si tu veux enregistrer un nom de domaine pour 100 ans, tu peux le faire. Namecoin, c'est différent en fait. Dis-moi, nombre de blocs, non? C'est ça, c'est au nombre de blocs et tu ne peux pas paramétrer une registration sur le long terme. C'est-à-dire que quand tu updates un domaine, quand tu le crées ou quand tu viens de l'acquérir, il y a son nombre de blocs de péremption qui se reset, donc c'est 36 000 blocs, c'est équivaut à peu près à 9 mois. Et si jamais et tu ne peux pas demander à l'enregistrer pour plus longtemps. Donc s'il expire, tu le perds. En revanche, à chaque fois que tu fais une update, ça reset les 36 000 blocs. À savoir que pour enregistrer un domaine sur Namecoin ou l'update pour le renew, c'est de l'ordre du demi-centime. Voilà, donc c'est extrêmement accessible en termes de coûts, hein. C'est pas du tout les coûts de registration des ENS. La taille du domaine, le nombre de caractères ne joue absolument pas sur le coût non plus. Donc c'est extrêmement accessible financièrement sur ce genre d'asset. Et après, tu as aussi des scripts, notamment Emblem Vault, ont bien fait leur système. C'est-à-dire que dans le Vault Namecoin, quand tu mets ton domaine dedans, tu vas injecter donc des currencies de la blockchain Namecoin, donc qui sont des NMC, dedans. Et en fait, ils ont un script qui auto-renew ton domaine. Donc quand ton domaine il est volté, et en fait, il s'auto-renew de toute façon régulièrement, et, tant qu'il y a des fonds dedans. Et donc, si tu mets un NMC qui te coûte à peu près $1, on va dire, tu peux le renew pour 50 ans, quoi. Il va être auto-renew pour 50 ans. Effectivement, c'est ce que dans la communauté Punicode, il recommandait de faire, et il y avait même effectivement un peu les instigateurs de la rediscovery qui donnaient du NMC à tout le monde pour pouvoir renouveler Exactement. leur nom de domaine. Et je crois que là, enfin, j'ai encore vu, il y a des updates récemment sur le Discord où ils voulaient industrialiser carrément le truc pour éviter à des gens, en fait, tout simplement, de se retrouver avec un Punicode où il y aurait plus assez de NMC dans le vault d'Emblem Vault, et de perdre tout simplement la registration C'est ça, du ouais. domaine. Donc, Idéalement, c'est- là, la step idéale, on est plusieurs à pencher sur le sujet. Euh, et moi, le premier, sur carrément couper cette barrière technique qui est quand même D'accord. assez conséquente sur le domaine des namecoins, parce que pour pouvoir acquérir des namecoins, les trader sur la blockchain de Namecoin, c'est très compliqué. Il faut avoir une machine, donc idéalement un PC et même Linux, installer un wallet en dur dedans, Electrum ou Namecoin Core. C'est assez technique, il y a des consoles, etc. Ça peut faire très peur. Parce que c'est beaucoup d'apprentissage, c'est des technologies, voilà, si t'es pas un peu techos et puis même, mais juste que tu connais rien, c'est vraiment pas évident. Et idéalement, la vision, nous, des namecoins, des fascinés de namecoin, ce serait d'avoir tout qui soit faisable directement depuis une marketplace online et qui ait plus besoin de tout ça. Et carrément, Ah oui. avec ton MetaMask, quoi, de faire le pont entre Ethereum et Namecoin et que tu puisses trader, enregistrer, renouveler des Namecoins tout à fait librement sans toutes ces barrières. Et là on aura atteint un vrai palier qui sera game changer pour cette blockchain. Et Ouais, là, d'accord. je voulais transitionner sur Namecoin qui est relativement simple à comprendre. Voilà, retenez ancêtre de l'ENS, hein, voilà, sauf que c'est pas .eth, c'est .bit. Quand tu updates un domaine, en fait, à la base, ils permettent depuis le tout début de pouvoir entrer une valeur qui était nécessaire, hein. Quand tu updatais ton domaine, tu as un champ de valeur dans lequel tu peux rentrer du texte qui était à la base dédié à notamment pour connecter des adresses IP, etc., pour résolve le domaine et qui soit exploitable et que donc du coup tu es bien un site internet en .bit qui soit accessible depuis n'importe quel navigateur. Euh,
nécessitant quand même des petits widgets décentralisés pour que ça tourne correctement. Mais du coup, ce qui était à la base prévu pour, dans ton nom de domaine, dans les opérations de ton nom de domaine, pour pouvoir le configurer pour en faire un site internet opérationnel, en fait, bah, ce qui est assez magique, c'est que bah, y a beaucoup de gens qui ont expérimenté grâce à cette feature pour enregistrer dans la blockchain de la data sous forme de texte, parce que c'était le seul format qui était toléré pendant plusieurs années, hein, jusqu'à Ethereum. Et, euh, et ce qui est assez génial, c'est que donc, dans Namecoin, quand tu vas visualiser un nom de domaine Namecoin sur des explorers en ligne, il y en a plein, hein, comme Namebrowse, etc., tu as accès à tout l'historique justement de ces valeurs, un peu comme un fil d'actualité, hein, à la Twitter, de tout ce qui s'est passé sur le nom de domaine et qui est lié au nom de domaine depuis sa création, avec les dates, à quel bloc ça a été updaté, etc. Tout est vérifiable dans la blockchain. Et donc, tu as des gens qui ont fait des expérimentations assez folles. Et c'est là où l'archéologie intervient, c'est-à-dire de réussir à analyser toute cette blockchain, l'historique de tous ces noms de domaine qui ont été créés particulièrement entre 2011 et 2014, ou 2015 on va dire, c'est le range date qui intéresse les historiens, et tu te rends compte que bah, y a des choses absolument folles, quoi. Et là notamment, bah, pour donner un exemple concret, et pas des moindres, hein, je reviens toujours pas d'ailleurs, donc il y a quoi, il y a 2 semaines, ouais, 2 semaines et demie, je faisais encore une recherche donc, sur une database de la blockchain Namecoin. Ça m'arrive régulièrement le soir. Voilà, je trouve ça chill et c'est cool à faire, c'est intéressant. Tu trouves toujours des petites pépites. Et ben, je suis tombé sur un nom de domaine donc, qui s'appelle toujours d'ailleurs fuckyeah.bit. Et en fait, je vois que dans une des valeurs qui n'apparaissait pas sur tous les explorers pour une raison de support de limite de caractère. Bon, bref. Mais là, sur l'explorer que j'utilise, je le vois. Je vois qu'il y a une suite de chiffres et de caractères spéciaux, etc., finissant par un caractère égal. Et alors ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est représentatif d'un encodage en base 64. Le base 64, c'est un encodage qui permet d'encoder sous forme de texte un texte, un format du texte, par exemple, qui va être plus conséquent en termes de nombre de caractères, donc de réduire le nombre de caractères de ce texte, mais aussi d'encoder des fichiers. Et toutes sortes de fichiers, hein, tout fonctionne. Le problème, c'est qu'en effet, plus le fichier est lourd, plus la clé base 64 à la fin va être longue. Et du coup, comme Namecoin a toujours eu une limite de caractères, ça pouvait poser problème. Et là, donc, je vois que c'est une clé conséquente, mais qui suffit à tenir dans une opération du nom de domaine fuckyeah.bit. Et donc, ça datait du 20 janvier 2012. Et donc, je suis allé sur des décodeurs en ligne que j'avais l'habitude d'utiliser pour de l'archéologie. Et en fait, en allant sur le décodeur base64 vers fichier, eh ben, il s'est avéré que c'était la toute première image, fichier image, en l'occurrence un point GIF, non animé, mais un point GIF en termes de format. Toute première image, fichier image NFT. Voilà. Wow. Et donc j'ai fait un tweet là-dessus. Donc en fait, l'image, ça reprend le mème qui date de 2008, je crois, qui s'appelait Fuck Yeah, qui est un mème assez connu avec ce personnage là, en stickman, là, à chaque fois j'oublie leur nom. Mais bref, et donc c'est ce fameux mème qui datait de 2000, alors peut-être pas 2008, 2010 celui-ci en l'occurrence, 2010, et qui s'est démocratisé surtout en 2011. Et ben il y a un petit malin qui, plutôt que de setup son domaine.bit, et ben qui s'est servi, qui a expérimenté pour en fait enregistrer le premier fichier image euh, qui puisse être ownable et tradable de l'histoire de la blockchain. La Donc, toute première donc là, image. t'as vraiment le premier JPEG sur la blockchain, quoi. Parce qu'avant, Alors, c'était. c'est pas un point JPEG, c'est un point GIF, mais c'est ça. Enfin,
Le C'est ça. premier GIF sur la blockchain, alors. Ok. Ouais, mais c'est un GIF non animé. Mais après, PNG, JPEG, GIF, on peut, voilà, on normalise. C'est devenu un label un peu culturel de dire JPEG. C'est d'ailleurs plus souvent des PNG que des JPEG. Là, en l'occurrence, il l'a enregistré en point GIF, je pense peut-être pour des soucis de résolution, j'en sais rien, parce qu'il est en très très basse résolution pour que justement la clé base64 soit suffisamment courte et que le fichier soit très léger en fait. Donc c'était pour des soucis d'optimisation, j'imagine. Mais exactement, c'est ça. C'est Oh. le tout premier JPEG. Donc Et donc ça, c'est à force de tous les soirs, en fait, tu te tapes des noms de domaine Namecoin et tu vas c'est ça. les regarder un par un, quoi, C'est grosso ça, modo. tu vas chercher des schèmes, donc notamment les clés Wow. base64 qui finissent par un égal. Tu sais que c'est un schéma que tu vas pouvoir rechercher. Et voilà, donc t'avais d'autres valeurs en base64 qui avaient été enregistrées avant, mais qui étaient pour encoder des adresses email ou ce genre de choses. Mais voilà, c'est le tout premier, la toute première image. Et ce qui Ouais, est fou, c'est que la toute première, ça fait presque 2 ans maintenant que la toute première image avérée était ce qu'on a appelé Damselfly, qui était en fait une photo de libellule en très haute définition. Donc un fichier extrêmement lourd qui a été enregistré en début 2013 par un mec qui était vraiment il expérimentait quoi, c'était presque un artiste technique qui pour enregistrer cette image dans la blockchain, vu qu'elle était en très haute définition et que la clé base64 était pour ainsi dire monstrueuse et qui avait une limite de caractère, et ben en fait il a enregistré 5470 domaines en points bits enfin c'est pas vraiment des points bits parce que c'était en non standard, mais ils sont pas exploitables comme des domaines, mais il a enregistré dans la blockchain 5470 non namecoin qui ont chacun un fragment de cette clé base64. Donc l'image d'accord. n'est reconstituable que quand tu as les 5470 fragments. Et pendant 2 ans, elle a été considérée comme la première image Et ça date de quand? Ça, c'est février 2013. Ah oui, donc là, tu leur mets une année dans la vue, là. Une année et un mois dans la vue, donc c'était relativement inattendu. Et puis surtout, quand tu fais ce genre de découverte, t'as le cœur qui palpite parce que tu sais que dans Bah, c'est sûr, ouais. l'historique, tu es face à quelque chose d'énorme dont personne n'a parlé jusqu'à maintenant. Et par chance, j'ai réussi à identifier quelle personne le possédait et à l'acquérir. Donc il a rejoint la Et- collection, il est bien au chaud dans le mais, wallet. mais du coup, quand c'est comme ça, le gars, tu lui dis qu'il a, qu'il a un GIF ou juste Alors, en tu fait, fais c'était du. la pire situation. Je vais essayer de la faire simple sans citer de nom. Mais en fait, si tu veux, quand tu fais cette découverte, tu te dis deux choses. C'est que, ok, le mec, il sait pas. Je lui braque pour que dalle. Ouais, Derrière, j'annonce la découverte. Déjà, c'est pas très éthique, sachant que c'est quelqu'un qui est actif dans ah oui, en plus, ouais. les historicales, qui est respecté. Donc le mec, tu lui fais entre guillemets à l'envers, même si un trade reste un trade et que c'est toi qui t'es fait chier à faire la découverte. C'est sûr. Éthiquement, t'es limite quoi. Et du coup, Compliqué, ouais. pour annoncer la découverte derrière, tu te doutes bien que le gars, il va te sauter à la gorge et il va un peu ruiner ta réputation. Donc il y a ce premier schéma-là. Ou deuxième schéma, il sait, ce qui est bizarre parce qu'il n'en parle pas, alors qu'il l'a. Il sait, mais du coup, soit il va jamais vouloir le trade, soit il va être à un prix Très cher, ouais. exorbitant. Surtout connaissant le monsieur, il a tendance à faire des prix quand même assez exorbitants. Excessif. Ouais. Enfin voilà, c'est les prix de ce que ça vaudra dans 5 à 10 ans, quoi. D'accord. Il est visionnaire là-dessus. Mais derrière, je sais que le bonhomme, il est aussi ouvert, très passionné de Bitcoin, et il est ouvert aussi à faire des échanges d'assets qui ont beaucoup de valeur. Donc, et moi, là-dessus, j'en avais accumulé pas mal. Et donc, juste simplement, je lui pose la question, est-ce que tu détiens ce domaine-là? Ce à quoi il me répond que oui. Donc, j'avais bien identifié le owner. Et donc je lui demande, bah écoute, combien t'en veux, quoi, juste pour jauger un petit peu, de voir ce qu'il a entre les mains. Et, euh, et donc il me dit, bah là je le price à 56 Ethereum, en mettant entre parenthèses, parce que c'est donc une
c'est quoi? C'est une clé base. Voilà, c'est un encodage qui link vers un mème de Fekir. D'accord. Et en fait, pour la petite histoire, je vais essayer de la faire très courte. Donc là-dessus, je me dis, ok, c'est bizarre, parce que moi, je m'attendais à beaucoup plus cher, mais en même temps, la description qu'il en fait, elle est rationnelle. Ouais, C'est ça a l'air de correspondre, ouais. ce que j'ai détecté aussi. Donc, plutôt que de passer par 56 Ethereum, moi je sais que j'avais un asset très prisé qui l'intéressait beaucoup depuis longtemps entre les mains et moi qui m'intéressait moins. Donc on a accepté de faire l'échange. Donc je lui ai donné cet asset-là, il m'a donné le sien. On avait déjà tradé par le passé, donc je sais que tout se passe en général très bien avec lui. Et en fait, quand je reçois le domaine dans mon wallet Namecoin, tu vois en fait la dernière valeur qui a été rentrée par le précédent owner, s'il a décidé d'en mettre une, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est comme ça que des gens encodaient des choses dedans ou mettaient de la valeur textuelle. Je vois la dernière valeur qui a été entrée et je vois donc un long texte qui n'apparaissait pas dans les Explorers parce que le texte était trop gros. Et en fait, la valeur c'est décode de points entre guillemets, et là c'est du texte avec un lien qui mène vers un mème de Fuck Yeah, mais une version différente, version fille. Enfin, c'est pas le même, quoi. C'est pas la même image. D'accord. Et donc là, je commence à comprendre. Je commence à comprendre que le coco, en fait, quand il dit link to a meme, en fait, il disait pas que ça avait un lien avec le mème, que c'était en rapport avec le mème. Il disait que c'était vraiment un lien cliquable qui menait vers une image. Je vois. Ouais. Non, je vois bien. Donc, pas ce que toi, tu avais Parce que identifié, en fait. moi, ce que j'ai identifié, c'est un vrai fichier image qui est visible tout de suite. Il n'y a pas de lien qui mène vers cette image, elle est déjà encodée dans la blockchain. Et en fait, je commence à comprendre que le Mister, en fait, il savait pas ce qu'il me vendait. Mais pire que ça, c'est qu'il a pricé 56 Ethereum en fait en le basant sur un decoding qui était faux. Et faux, c'était pas une faute de frappe, c'était une décision qui avait c'était vraisemblablement un choix que de donner de la valeur à cet asset avec cette déduction qui n'était pas la bonne, qui était complètement fausse. Je suis allé analyser le truc un peu plus en fond pour voir. Je me suis rendu compte qu'il avait récupéré les données d'une valeur d'un domaine qui date de 2014, parce que ils avaient même laissé, parce qu'ils sont plusieurs derrière ce collectif, ils avaient même laissé l'adresse Bitcoin dans la valeur textuelle. Il y avait une adresse Bitcoin. Et en fait, je suis allé analyser l'adresse Bitcoin qui a été créée en 2014, donc 2 ans plus tard, deux ans après l'encodage dans la blockchain. Et en fait, ils l'ont juste retouché, ils ont changé le lien, ils ont changé le nom, et ils ont dit en gros, c'est ça la valeur qu'on a décodée, qui était donc du texte en l'occurrence, c'est pas un fichier image. Et donc, je suis allé le contacter, et je lui ai dit, écoute, ça me tracasse parce que moi, j'obtiens pas la même chose que toi quand tu décodes. Je lui dis, mais comment vous l'avez eu ce décodage sous cette forme de texte? Et là, il me dit, écoute, on a embauché quelqu'un, on lui a mis la clé Base64 entre les mains, le mec il connaissait rien dans les NFT historical et tout, on lui a juste dit décode-nous ça, et il est revenu avec ça. Ce qui est évidemment un gros mensonge, parce que pour faire ce qui a été fait, il fallait très bien s'y connaître en Namecoin et dans les process NFT, on va pas se mentir. Et bref, et du coup, je lui révèle que non, en fait, c'est pas ça le décodage. Le décodage, c'est ça. Donc j'envoie le lien et tout, il voit l'image, et puis là, il me dit mais alors attends, d'accord, je vois l'image, mais il est où le lien qui mène vers l'image? Je dis mais il n'y a pas de lien en fait. L'image, elle est encodée dans la blockchain. Donc, en Et fait, là, il a cru un peu embrouillé avec son maquillage un peu grossier du truc. Et en fait, il n'avait pas réalisé qu'il était sur une pépite c'est que toi, t'as ça. découverte, en fait. C'est ça, exactement. Et du coup, Incroyable. le problème, c'est que là, il était face à potentiellement, on pouvait remettre en question sa réputation. Lui, je le sais de bonne foi, très sincèrement. D'accord. Il parle au nom de son collectif, mais lui, franchement, je le sais de bonne foi. En revanche, il y a forcément quelqu'un dans le collectif qui a voulu la mettre à l'envers. Et moi, en le jouant dans les règles, voilà, je suis resté éthique. J'ai quand même filé un asset extrêmement valorisable aussi en retour, qui était sur une valeur similaire qu'il m'avait donné à la base autour de 60 Ethereum.
Et ben voilà. Donc il s'est retrouvé dans cette situation. Et pour la petite anecdote, ce fuck yeah, en fait, le mec qui l'avait créé en 2012, il en a créé un autre le lendemain qui s'appelle gif-fuckyeah.bit avec D'accord. exactement la même image encodée et que lui possède aussi. Il avait les deux. Et donc, il a essayé en fait de me retourner le cerveau en mode bah, rends-le nous, on savait pas, et on te file le deuxième à la place et un autre asset de ton choix. Et je lui ai dit, ben non, c'est pas comme ça que pas comme ça que ça fonctionne. Les gars, voilà, vous avez merdé. Qu'est-ce que Ouais, tu. donc il a réalisé qu'il avait fait un mauvais trade en fait Bah ouais. et Mais qui le. s'était fait qui s'était piégé lui-même en fait tout C'est simplement ça, il parce s'est que piégé lui-même, exactement. Donc, bah écoute on est super content pour toi alors, bah, hein. c'était le meilleur use case. Voilà, c'était pour répondre à cette question. Le Comment français t'encaisses la reprend le défaite? dessus donc ça c'est la bonne morale de l'histoire là. C'est ça, c'est ça. Mais donc voilà, c'est le genre de découverte assez folle que tu peux faire et qui historiquement a une valeur assez incroyable. Et dans Namecoin, on a tout un tas de pionniers comme ça qui ont dans la blockchain de Namecoin encoder des choses. On a donc le tout premier NFT de l'histoire sur Namecoin, donc bitcoin.bit, qui est le tout premier nom de domaine créé sur Namecoin le 21 avril 2011. On a les Punicodes, qui sont les toutes premières formes d'art dans la blockchain, complètement on-chain. C'est le même principe, hein, c'est de l'encodage, le Punicode, sauf que là, c'est de la SCI art avec des caractères. Donc on n'est pas sur du fichier image. Donc tu as, la fameuse première image, tu as donc la première photographie haute définition qui est sur la blockchain Namecoin, cette fameuse libellule. Tu as les premiers use cases de PFP avec le service qui avait été créé qui s'appelait OneName, qui permettait de créer les premières formes d'identité Web3 décentralisées à l'époque. Tu as des gospels qui ont été encodés aussi, tu as des poèmes, tu as des essais art complètement fous. Enfin voilà, il y a énormément de first off, mais vraiment ultra signifiants, qui sont nés Et, sur la blockchain Et toi, tu penses que c'est que les premiers qui ont une valeur ou tout a un peu de la valeur? Parce que tu vois, par exemple, moi, je suis sur les Punicodes. Est-ce que finalement, les vrais Punicodes qui ont de la valeur, c'est juste ceux de 2011 et éventuellement juste le premier? Ou est-ce que tout a quand même, tu vois, une valeur historique? Et toi, où est-ce que tu vois un peu Enfin, je vais pas te garder trop longtemps. Déjà, Non, il n'y a pas merci de souci. pour le temps que Il n'y a aucun tu nous as souci. Franchement, accordé. j'ai Mais pris tout mon temps. ce que je suis curieux de comprendre, c'est où est-ce que toi, tu vois un peu la sortie dans 5 ans et comment tu penses que ça va être évalué en termes de prix et pourquoi? Enfin, et bon, c'est très dur, mais qu'est-ce C'est que toi, tu compliqué. vois comme trade là-dedans, en fait? Moi, si tu veux, j'ai raté le train des Punicodes à quelques heures près, pour être honnête. Genre vraiment, ça c'est. En fait, je suis arrivé au moment où il y a eu la découverte, où il en restait plein. Tu faisais une Mais grasse mat parce que de mémoire, c'était à 9 heures le matin, je crois, ou quelque chose comme ça. alors non, je crois que je m'étais pas couché de la nuit surtout. Ah, Et le problème, c'est que moi, je c'est n'avais ça de faire du aucune PFP. compétence. Bah ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que j'avais aucune compétence. Donc le temps que je comprenne comment ça fonctionnait, que Ah, bah, moi, j'installe les wallets, etc., bah, ils énorme étaient tous galère. partis. Énorme galère. C'était un enfer. Ils étaient tous partis. Et en fait, tout de suite, les prix se sont envolés. Tout de suite, les prix se sont envolés. Il y a eu une hype qui était folle. Il y a même Leonidas qui a fait une offre à 100 Ethereum sur un des tout premiers qui était sous forme d'ACI Art, donc qui est vraiment de l'art avéré, si tu veux, Ouais. plus qu'un simple caractère ou symbole. Là, c'est vraiment des gens qui ont une démarche créative, donc ça a beaucoup plus de valeur et il y en a très peu de ceux-là. Et c'est les plus chers, bien évidemment, que le mec a refusé. Donc tu refuses une offre à 100 Ethereum d'un asset que tu viens de récupérer pour un demi-centime de dollar. Tu vois, Il faut être fort dans sa tête. faut être fort, hein, faut être très fort. Et l'Ethereum, il était À à 3000, 3000 ouais. et quelques. Hein. 3500 même. Ouais, 3005. Donc le mec, il s'est couché sur une belle somme. Mais et du coup, j'ai vu tout de suite cette hype autour des Punicodes, ce que je trouve c'est des assets fascinants et particulièrement le travail que font les Chainleft, Devoted, Poodle et tout ça Ouais, ils qui sont sont incroyables. derrière, c'est incroyable. Ils ont été hyper fair play, ils en ont réservé que deux, trois chacun, et ils ont vraiment laissé tous les autres à la communauté. Ouais, honnêtement, c'est ce qui est le plus incroyable dans l'histoire, c'est que les gars sont vraiment généreux de ce point de vue-là. Et alors, ils ont compris quand même l'utilité de la communauté pour aller Bien pousser une sûr. collection, etc. Mais ils ont vraiment pas du tout été greedy, quoi. Ah non, ils n'ont pas été Ils auraient greedy pu l'être du beaucoup. Et tout. même ils ont eux-mêmes acheté
des punicodes sur le secondaire pour avoir des C'est assets ça, spécifiques sur des années spécifiques. Enfin, c'est juste. c'est ça, c'est ça. Ils ont Et vraiment fait les choses parfaitement. ils sont clairement pas tous comme ça dans la communauté historique. Bah, c'est ça aussi qui m'a plu, c'est de voir que tout le monde était c'était uniquement des passionnés sur leur temps libre. Ouais, c'était une valorisation purement historique. Il n'y avait pas de hype, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas d'utility, de deliverability, etc. Mm. On n'était que sur, voilà, entre archéologues, on vient de découvrir un filon, et ben ils ont fait profiter tout le monde, ben, ceux qui avaient les capacités en tout cas de pouvoir en réserver à ce moment-là. C'était pas mon cas. Et du coup, je me suis très vite déporté des punicodes en me disant, ok, là c'est cool, les mecs ils ont découvert les punicodes, mais en même temps Namecoin c'est là depuis 2011. A priori, l'année précédente, il y avait eu la découverte des Twitter Eggs, des Blockheads, qui sont parmi les premiers collectibles et PFP use case. Il y a forcément encore des choses à découvrir sur cette blockchain. Plutôt que de perdre mon temps à essayer de faire des trades, des flips pour avoir suffisamment pour me payer un punicode, est-ce que moi, avec les databases, etc., et d'aller explorer moi-même la blockchain, je peux pas trouver des choses qui vont avoir peut-être même encore plus de valeur que les punicodes? Et donc, Ouais, tout de d'accord. suite, je suis sorti des rails Punicode. Ça a été un choix assez radical, même si je suis resté actif dans la communauté. Je les ai aidés. J'avais amené cette idée de la galerie on Cyber pour démocratiser un Ouais, peu le c'était une truc. très bonne idée d'ailleurs. Voilà, je participais dans la DAO, je leur ai même le seul punicode que j'avais de 2015, un emoji que j'ai donné en giveaway. Voilà, j'avais envie aussi de les récompenser pour le travail qu'ils faisaient et c'était aussi dans mon intérêt que de donner de la visibilité à Punicodes parce qu'il y a Namecoin derrière. Mais voilà, je suis sorti de ça et tout de suite j'ai commencé à faire de l'archéologie et ma première découverte, elle est assez rigolote et très mystérieuse et très simple à expliquer. C'est un domaine qui s'appelle tothemoon.bit. Tothemoon.bit. Et en fait, ce que je me demande même pas comment j'ai réussi à faire le lien, mais en fait, j'ai réussi donc à avoir cette information-là. Mais quand tu vas sur whois.com ou tu sais pour voir qui est Ouais. derrière un domaine quand il a été créé, etc. Quand tu vas sur un whois pour le domaine ethereum.org, donc l'adresse, le site web d'origine d'Ethereum, qui est toujours le même aujourd'hui. En fait, ce nom de domaine, ethereum.org, a été enregistré par Vitalik je crois que c'est le 28 novembre 2013, non, le 27 novembre 2013, dans des heures assez tardives. Et il a enregistré en DNS record une variante avec un sous-domaine qui est tothemoon.ethereum.org. Et de l'ordre de quelques heures plus tard, tu as tothemoon.bit qui est enregistré, donc le même jour, à quelques heures d'écart, tothemoon.bit qui est enregistré. Alors, est-ce que ça a un lien? On sait très bien que Vitalik était un gros utilisateur de Namecoin, il en parle dans son white paper, ça l'a beaucoup inspiré, il a écrit beaucoup d'articles pour Bitcoin Magazine sur le sujet, c'était un potentiel, on n'a toujours pas la réponse aujourd'hui, mais un potentiel easter egg où on ne sait pas trop, mais c'est vrai que Donc tu as peut-être le nom de domaine de Vitalik. peut-être que celui-ci a été créé par Vitalik ou quelqu'un de l'équipe d'Ethereum, mais c'est vrai que c'est un gros concours de circonstances, quoi. Que tothemoon.ethereum.org soit enregistré le 27 novembre 2013 et ce même jour, à quelques heures d'écart, tothemoon.bit qui est enregistré sur la blockchain de Namecoin, sachant que tothemoon était un terme encore hyper niche sur les forums de Bitcoin.org. C'est vraiment Dogecoin qui a démocratisé le terme, quoi. D'accord. Donc, donc voilà, c'est le genre d'asset, c'est un peu un ticket de loterie, quoi. Tu sais pas ce que c'est. Et toi, tu penses que ces assets, ils vont finalement se retrouver dans des maisons de vente aux enchères, dans je C'est sais pas, probable. Je pense que d'abord, il faut qu'on modernise tout ça et qu'on facilite l'accès et qu'on quels sont en fait, quels sont pour toi les catalystes importants pour que justement ça se démocratise et que leur valeur justement historique soit vraiment révélée, mais de manière un peu plus large et que ça prenne un peu plus d'ampleur parce que ça reste quand même un segment de niche dans un marché qui est déjà un marché de niche en fait. Bah, ça reste un marché de niche. Pourquoi? Enfin, Namecoin en particulier, parce que on n'a pas d'impulsivité possible. C'est-à-dire que quand il y a eu CryptoSkull, Ouais, voilà, l'asset de 2019, on découvre le truc, tout de suite, tu peux te ruer dessus sur OpenSea, les prix sont bas, etc. Là, aujourd'hui, tu as trop de barrières techniques.
qui font que tu as trop le temps de penser, tu peux pas être dans l'impulsivité, etc., dans la consommation rapide, dans le flip aussi. Donc, c'est trop compliqué et ça crée forcément aussi une carence sur la confiance. Quand tu es face à quelque chose que tu as du mal à maîtriser ou tu as peur de faire une connerie au moindre clic que tu fais, bah forcément les gens, ils sont pas rassurés, ils ont peur de perdre de l'argent, etc. Surtout si c'est sur le secondary market, où là tu fais vraiment des trades entre possesseurs de Namecoin et pas juste que tu les re-register parce qu'ils étaient expirés, où là ça te coûte rien évidemment. Donc il y a cette barrière technique qu'il faut absolument qu'on corrige. Heureusement, il y a Emblem Vault qui est une première étape, qui est Ouais, tout à fait. conséquente et qui aide beaucoup là-dessus. Ça a permis de faire des très beaux trades de Punicodes à plusieurs dizaines d'Ethereum. Donc Emblem qui est d'ailleurs enfin un petit peu plus reconnu par OpenSea, qu'il avait délaissé pendant un petit moment, et maintenant tu peux, quand tu tapes Emblem, tu vois Emblem Vault s'afficher dans la c'était barre de comme ça à la recherche. base. C'était Ouais. comme ça à la base et il y a eu une couille parce que c'était une collection un peu atypique, c'était l'histoire de smart D'accord. contract de machin. Il l'avait enlevé parce qu'il l'avait mis dans la catégorie scam, alors que pas du tout. C'est le seul endroit où tu peux trade en fait sur Ethereum des assets comme des rares PP ou des Oui, trucs exactement. Et vraiment. puis les assets enfin, historiques qui sont probablement les plus connus du grand public, c'est les fameux rares PP, notamment les Nakamoto Card, et tu peux les traiter justement sur Emblem Vault. C'est ça, tout à fait. Tu peux trader pour l'instant, ce qui est supporté, c'est Namecoin, Counterparty, donc sur blockchain Bitcoin, et Doge Party, donc sur la blockchain Dogecoin. Tous les assets de ces blockchains-là, tu peux les trader sur Emblem Vault sans aucun problème, grâce à ça. Donc, et bientôt, ils vont supporter aussi Emercoin, qui est un petit frère de D'accord. Namecoin qui arrivera en 2014. Mais ça, c'est Ouais. encore très très niche. Donc pour toi, ce qui est important, c'est qu'en gros, on arrive à rendre la partie technique un peu seamless et toute la partie un peu complexe où on ne sait pas trop ce qui se passe au début, en fait, que ce soit un petit peu défriché complètement. Et Enfin, donc, pour toi, c'est la barrière principale. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, il y a probablement, je pense, une dimension aussi un peu éducative et c'est je sais ça. pas si on peut dire marketing, mais en tout cas de prêcher la bonne parole et de faire découvrir en fait le concept à certaines personnes chez qui ça va résonner ou pas d'ailleurs, hein. Il y en a qui sont sensibles à ce côté historique. Moi, je le suis personnellement parce que voilà, c'est quelque chose qui intellectuellement me fascine, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont strictement rien à faire et qui C'est ça, bien sûr. pour lesquels ça n'a pas d'intérêt. Mais au même titre que l'art est subjectif, là c'est pareil. La valeur d'un asset historique est pas la même pour tout le monde. Mais en tout cas, de mettre euh, tous les gens sur un pied d'égalité d'un point de vue technologique pour pouvoir après pousser le narratif historique de manière un peu plus large. C'est ça, il faut qu'on facilite l'accès à ces assets-là, qu'on améliore la narrative et l'image de cette blockchain et des assets qui les entourent. Il faut qu'on améliore la circulation, parce qu'il y a quand même une majorité des assets qui sont détenus par des OG de l'époque de 2011 qui Ouais, ont c'est vrai jamais... qu'il y a des concentrations de l'ownership qui sont assez, Ah oui, assez importantes, donc ça peut créer des problèmes. 95%, 95% de la supply des assets vraiment intéressants sont détenus par 10 personnes. 10 personnes, D'accord. on parle de milliers d'assets, et ces 10 personnes-là, c'est pas du tout des personnes qui sont dans le marché NFT moderne. Ils sont encore avec les vieilles méthodes à parler sur BitMessage ou par ProtonMail. Ils utilisent que les wallets Namecoin. Enfin voilà, ils connaissent rien. Enfin, OpenSea, ils foutent jamais les pieds. Emblem Vault, ils connaissent même pas pour la plupart. Donc c'est compliqué pour démocratiser pour faire circuler les assets. Là où demain, si on avait une marketplace qui règle tout ça, en fait, ça faciliterait vachement les choses. Eux, ils seraient contents aussi parce que ça leur permettrait de les faire circuler et donc faire du business plus facilement, etc., etc. Donc, il y a Bon, tous bah, ces points qu'il faut réussir. on a hâte de découvrir justement ces nouvelles marketplaces et puis cet accès un petit peu plus facile aux NFT historiques. Je pense que ça va être très intéressant et effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est un peu en retrait en ce moment dans le bear market parce que c'est un petit peu moins shiny, mais je suis prêt à parier que quand le marché ira un petit peu mieux et qu'on va avoir peut-être aussi des nouveaux entrants parce que c'est ce qui nous manque en ce moment dans
dans les NFT, en tout cas des collectibles en ce moment, que ça va être de nouveau quelque chose qui va être redécouvert et qui va avoir une certaine ouais, une partie des gens vont être attirés par cet aspect-là. Ouais, et franchement, ce qui se passe en ce moment, c'est très positif. Là, depuis quelques semaines, depuis le retour, là, la rentrée, il se passe Ouais, beaucoup de choses. j'ai l'impression que ça parle beaucoup plus des NFT historiques et qu'en Ouais, plus ça s'est structuré et que historiquement il y avait pas mal de rivalités entre différents acteurs. Ça c'est un petit peu, alors il reste, il y a quand même des acteurs très clivants hein, de ma compréhension oui, des personnes, mais de manière générale ça c'est un peu, euh, ouais, ça c'est ils s'entendent un petit peu plus entre eux parce qu'ils comprennent que c'est quand même dans leur intérêt de bien collaborer plutôt sûr, que d'être en opposition. Et puis je pense bien qu'il y a sûr. des nouveaux entrants comme toi qui font du bien à tout ça. Ouais, ouais, Bah, il y a bah plein écoute, de je te choses. remercie. En tout cas, on va pas prendre plus de temps là parce qu'on explose le record Ouais, de ouais, longévité de j'imagine, la ça fait room. être 1 heure. Mais en tout cas, on était super content de t'avoir. C'est super intéressant et c'est fascinant, honnêtement. Peut-être qu'on te proposera Bah, je peux de en parler des heures, je réintervenir pense que tu l'as compris, hein. Ouais, je crois qu'on l'a compris, mais en tout cas, on trouve ça génial. Et puis, on te souhaite de faire de nouvelles découvertes, de nouvelles pépites. N'hésitez pas à suivre Punisher sur Twitter pour justement découvrir les prochaines pépites. Et puis, on espère bientôt te voir dans une vente chez Christie's au Sotheby's, hein, avec un de tes NFT. En tout cas, on sera là pour Ouais, si regarder veut. ça avec attention si ça se passe. Et merci encore. Et puis, bon, pour nos éditeurs qui nous rejoindraient maintenant, vous pouvez les retrouver donc tous les soirs, les jeudis à 19h30. Donc, comptoir NFT et aussi pour ceux qui auraient raté une partie de l'épisode en replay sur Spotify et aussi YouTube maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous mettre des likes et des bonnes notes, hein, s'il vous plaît. Et puis à retweeter aussi l'espace sur Twitter, ça nous fait, ça fait découvrir aux gens. Et c'est vrai que sur le dernier épisode, on a eu plus de presque 700 écoutes, donc assez impressionnant de voir à quel point ça prend d'ampleur. Donc on est très content de ça. Bon, bah, nickel. Et puis, pour toute personne qui souhaiterait rejoindre ou creuser un peu le sujet des NFT historiques, n'hésitez pas à rejoindre les Discords de Punicodes ou à m'envoyer un message. Je serais ravi de les aider, de les éduquer là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile au niveau de l'adoption. Voilà. Effectivement. Bon, ben merci à toi, Merci Punisher, beaucoup. merci à tous, et puis bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Ciao.